Si en 2022 Messi était le meilleur joueur de l'Argentine, qui était le pire? Eh bien, pour chaque équipe nationale qui remporte la Coupe du Monde, il y a toujours un joueur qui fait regretter au sélectionneur de l'avoir convoqué. Alors dans cette vidéo, on va voir le joueur le moins bien noté de chaque équipe championne pour répondre à une question. Qui était le pire champion du monde? En commençant par la Coupe du Monde 1994 remportée par le Brésil. Et un joueur qui n'a vraiment pas aidé à gagner ce titre, c'était Müller. C'était un attaquant entré en jeu lors du deuxième match de la phase de groupe contre le Cameroun, mais il est complètement passé à côté. Il est entré à la 91e minute, mais n'a touché le ballon que 6 fois. 0 tir, une faute commise, et il a même été signalé hors jeu. Après cette prestation, le sélectionneur n'a plus osé le remettre sur le terrain. Ainsi, Müller a terminé comme le joueur le moins bien noté de tout l'effectif brésilien, 6,4. On pourrait dire que Müller n'a pas eu assez d'occasions, mais les joueurs suivants ont eu bien plus de chance et ont quand même très mal joué. On va aussi les classer pour voir qui a vraiment été le pire joueur à soulever le trophée de la Coupe du Monde. Puis, 4 ans plus tard, est arrivée l'édition 1998, remportée par la France. Et parmi des légendes comme Zidane et Henry, il y avait un milieu de terrain nommé Christian Karembeu, qui a commencé les 2 premiers matchs sur le banc, jusqu'au 3e match lorsque le sélectionneur a décidé de lui donner sa chance. Mais il a été aligné hors de position, en tant qu'arrière latéral, et tout a mal tourné. Il a raté chacun de S et centre, n'a cadré aucune frappe et a perdu le ballon 21 fois, terminant comme le joueur le moins bien noté de la France lors de ce match. Alors que s'est-il passé ensuite? En 8e de finale, il est retourné sur le banc. Puis, en quart de finale contre l'Italie, le sélectionneur lui a donné une nouvelle chance, cette fois au milieu de terrain. Mais une fois encore, il a perdu le ballon 10 fois, n'a réussi aucun centre et n'a délivré qu'une seule passe réellement dangereuse. Il a donc été remplacé à la 65e minute. Regardez sa note comparée à celle des joueurs autour de lui. Et comme si cela ne suffisait pas, en demi-finale, il est sorti sur blessure après seulement 30 minutes. Et en finale, il a été remplacé tôt en seconde période. Donc, en prenant toutes ses notes et ses minutes jouées par match, Karembeu a terminé comme le joueur le plus mal noté, avec une moyenne de 6,8. Il a été une légende de l'équipe de France et du Real Madrid. C'est dommage qu'il ait terminé avec une note aussi basse. Mais Karembeu a en réalité signé la meilleure performance que nous verrons dans toute cette vidéo. À partir de maintenant, ça ne fera qu'empirer. Puis, 4 ans plus tard, le Brésil a de nouveau remporté la Coupe du Monde. Mais parmi des joueurs comme Ronaldo et Rivaldo, il y avait un homme qui a montré comment ne pas jouer une Coupe du Monde. Lors du match d'ouverture, le sélectionneur a remplacé Ronaldinho pour faire entrer un joueur nommé Denilson. Au début, cela semblait prometteur. Beaucoup de dribbles, des duels au sol remportés et une note de 7,5. Mais malgré cela, il a quand même terminé comme le pire joueur du Brésil. Le sélectionneur voulait revoir ça. Alors lors du deuxième match, contre la Chine, il est entré tôt en seconde période, avec 45 minutes à jouer. Mais même en jouant en tant qu'ailier, il n'a pas réussi à tirer une seule fois au but. Encore pire, il n'a réussi qu'un seul dribble et a perdu la possession 15 fois. Il n'a absolument rien offert à l'équipe, terminant avec une note catastrophique de 6. Encore pire que le gardien de la Chine qui a encaissé 4 buts. Donc, au match suivant, l'entraîneur l'a tout simplement laissé sur le banc. Mais en 8e de finale, lorsqu'il est entré à la 57e minute, c'était sa chance de se racheter. Mais encore une fois, il n'a réussi aucun dribble. Il n'a touché le ballon que 15 fois et en a perdu 5, terminant avec une note de 6,1. Une autre occasion gâchée. Alors une fois de plus, il a été laissé sur le banc. Puis, en demi-finale, il n'a joué que 15 minutes, créant l'un des moments les plus emblématiques du tournoi. Entraînant le ballon jusqu'au poteau de corner, poursuivi par 4 joueurs turcs. Mais pas grand chose de plus que ça. Au moins, il a cadré une frappe, avec une note de 6,6. En finale, il est entré dans les dernières minutes pour tenter quelques dribbles. Mais en termes d'impact réel, sur tout le tournoi, il n'a eu qu'un seul tir cadré, 0 but, 0 passe décisive et une moyenne de seulement 6,4. Voyons si le prochain peut être encore pire que ça. Puis, 4 ans plus tard, nous arrivons à la Coupe du Monde 2006, remportée par l'Italie. Et l'un des joueurs de l'effectif était un arrière droit nommé Massimo Odo, qui n'a eu sa première opportunité qu'en quart de finale contre l'Ukraine. Le sélectionneur l'a fait entrer à la 68e minute et c'était son moment pour briller. Mais ces 22 minutes ont suffi pour faire de lui le pire joueur de l'Italie. Sur 10 passes, il en a manqué 4. Sur 18 ballons touchés, il a perdu la possession 6 fois. Aucun centre, aucun tir cadré, aucune passe créant du danger. La seule chose qu'il a bien faite, c'est récupérer le ballon 4 fois. Mais au final, son passage sur le terrain a fait plus de mal que de bien. Après ça, le sélectionneur ne lui a plus jamais donné sa chance. Et Odo a terminé le tournoi avec une note de 6,4.
Désormais à égalité avec Müller et Denilson. Mais si Odo n'a jamais été très célèbre, le pire joueur à remporter la Coupe du Monde suivante était censé être la star, avant de tourner au désastre. En 2010, l'Espagne était pleine de stars, et parmi elles se trouvait Fernando Torres. Il avait été le héros de l'Euro 2008, alors les attentes étaient immenses. Mais l'entraîneur savait déjà que quelque chose n'allait pas chez lui, alors il a commencé le premier match sur le banc jusqu'à la seconde période, lorsqu'il a finalement fait son entrée. Mais il a manqué toutes ses frappes, perdu le ballon 4 fois, et l'Espagne a perdu le match, laissant Torres avec une note de 6,6. Mais lors du match suivant contre le Honduras, il a débuté la rencontre et a enfin mieux joué. Il a été plus impliqué, a cadré une frappe et a obtenu une note de 7,2. On aurait dit qu'il était de retour. Alors le sélectionneur Del Bosque lui a de nouveau fait confiance comme attaquant titulaire contre le Chili. Mais cette fois, ce fut une grosse erreur. Il n'a réussi aucun dribble, a perdu le ballon 9 fois et, en tant qu'attaquant, n'a cadré aucun tir. Imaginez un peu. Alors, avec encore 30 minutes à jouer, il a été remplacé, terminant avec une note encore plus bas. Malgré cela, le sélectionneur a continué à croire en lui. Torres a donc été titulaire en huitième de finale et en quart de finale. Mais lors des deux matchs, il a terminé avec 0 contribution offensive et a de nouveau été remplacé tôt. Alors, Del Bosque a fini par complètement abandonner. En demi-finale, Torres a commencé sur le banc, n'a joué que 9 petites minutes et en finale, il n'a disputé que 14 minutes, encore avec des notes en dessous de la moyenne. En tant qu'attaquant, Torres n'a cadré que 2 tirs, 0 but et 0 passe décisive, terminant comme le joueur le moins bien noté de l'Espagne, 6,5. En réalité, le sacre de l'Espagne n'avait rien à voir avec lui, mais nous allons encore voir le pire joueur des 3 prochaines équipes championnes du monde. Voyons si quelqu'un peut faire pire que 6,4 et le pire joueur à remporter la Coupe du Monde suivante a dû être remplacé, parce qu'il ne savait même pas quel match il était en train de jouer. Nous sommes en juin 2014 et le sélectionneur de l'Allemagne a convoqué pour le tournoi un joueur qui avait à peine joué avec la sélection auparavant, le jeune Christoph Kramer, 23 ans. Il évoluait au Borussia Mönchengladbach et avait fait ses débuts internationaux à peine un mois plus tôt. Mais malgré cela, personne ne s'attendait à ce que cela se termine aussi mal. Lors des premiers matchs, il est resté sur le banc, jusqu'à la prolongation contre l'Algérie lorsque le sélectionneur Löw l'a fait entrer. Kramer avait alors 11 minutes pour faire ses preuves, mais même en tant que milieu de terrain, il n'a réussi que 6 passes, a perdu le ballon 2 fois et n'a effectué aucun tacle. Il est complètement passé inaperçu, terminant avec une note de 6,6. Puis il est resté sur le banc lors du match suivant et n'a pas joué non plus contre le Brésil. On aurait dit que ses dernières minutes avaient été contre l'Algérie, mais lors de l'échauffement avant la finale, Khedira s'est blessé. Alors, sans autre option, Löw a titularisé Kramer à sa place, mais il n'a tenu que 30 minutes. Dès le début du match, on en venait presque à oublier qu'il était sur le terrain, touchant à peine le ballon, aucune interception, aucune passe dangereuse, jusqu'à la 16e minute de la rencontre. Christoph Kramer having stayed down in the penalty area. Après ce violent choc à la tête, il a continué à jouer comme si de rien n'était, jusqu'à ce que quelques minutes plus tard, l'arbitre remarque qu'il n'allait pas bien. Il lui a demandé si le match qu'il disputait était la finale. Il était clair que quelque chose n'allait vraiment pas. Alors l'arbitre a prévenu Lam, Lam a averti le sélectionneur et à la 31e minute, complètement perdu sur ce qui se passait, il a été raccompagné hors du terrain. Le choc à la tête lui a provoqué une perte de mémoire. Au final, l'Allemagne a réussi à remporter la Coupe du Monde, mais Kramer a terminé comme le pire joueur de tout l'effectif, avec une note moyenne de 6,6. Et le plus fou, après avoir gagné la Coupe du Monde, il n'a plus jamais remporté le moindre trophée. La Coupe du Monde est littéralement le seul trophée sur son étagère. Mais si Kramer était un remplaçant, le vainqueur le moins bien noté de la Coupe du Monde suivante venait, lui, du 11 de départ, le 16 juin 2018, la France est entrée sur le terrain avec un arrière-gauche nommé Lucas Hernandez. Il n'avait que 22 ans et disputait seulement son deuxième match comme titulaire avec la sélection. Alors au début, il était bien. Ses 2 premiers matchs lui ont chacun valu une note de 7. Mais après ça, tout a commencé à sérieusement s'effondrer. Lors du 3e match de la phase de groupe contre le Danemark, il n'a réussi qu'une seule récupération de balle, n'a complété aucun centre et n'a remporté que la moitié de ses duels au sol. Il était tellement invisible qu'il a été remplacé dès la 50e minute, terminant avec une note de 6,5. Mais au match suivant, contre l'Argentine de Messi, c'était encore pire.
Il n'a tenté aucun tir, n'a eu que 35 actions avec le ballon et a perdu la possession à 7 reprises. En plus de ça, il a raté les 2 dribbles qu'il a tentés. Donc même s'il a techniquement délivré une passe décisive, presque par accident, pour Pavard, il a terminé le match avec une note de seulement 6,3. Après cela, il est resté dans le 11 titulaire, mais avec des performances constamment en dessous de la moyenne. 6,8 contre l'Uruguay, 6,6 contre la Belgique et 6,7 contre la Croatie en finale. En tant qu'arrière gauche, Lucas Hernandez n'a réussi à compléter que 3 centres sur l'ensemble du tournoi. Il a également perdu la moitié de ses duels au sol et a perdu la possession du ballon 80 fois au total. Il a donc terminé le tournoi avec la plus faible moyenne de notes parmi tous les joueurs français, 6,7. Mais il a quand même été très important pour que la France remporte le titre. C'est une légende. Cela semble déjà impossible que quelqu'un fasse pire que ses joueurs notés 6,4. Mais 4 ans plus tard, l'Argentine a réussi à avoir quelqu'un d'encore pire. Lors du 3e match de la phase de groupe, l'Argentine affrontait la Pologne. Puis, après avoir mené 2-0, l'entraîneur Scaloni a décidé de sortir Enzo Fernandez pour faire entrer un défenseur central nommé Germán Petzela. Il avait 31 ans et est entré uniquement pour aider l'Argentine à gérer la fin du match. Mais il a été littéralement invisible. Aucun tacle, aucune interception, seulement des passes simples et latérales. Donc lors du match suivant, il est resté sur le banc. Et en quart de finale contre les Pays-Bas, l'Argentine menait encore 2-0. Alors à la 78e minute, Scaloni l'a fait entrer pour aider défensivement une fois de plus. Mais Petzela a fini par faire exactement le contraire. Juste après son entrée en jeu, les Pays-Bas ont marqué. Pas directement de sa faute. Mais ensuite, alors que le match touchait presque à sa fin, littéralement dans la dernière minute, il a commis une erreur absolument catastrophique. Up into the air by Paredes. Oh, that looks like a foul. That is going to be a free kick. Une faute totalement imprudente juste à l'entrée de la surface, qui a conduit directement à l'égalisation néerlandaise. Le joueur entré uniquement pour protéger l'avantage était précisément la raison pour laquelle le match est allé en prolongation. Scaloni regrettait déjà sa décision. Et maintenant, Petzela avait encore 30 minutes douloureuses à passer sur le terrain. Même en tant que défenseur central, il n'a réussi aucune interception, n'a remporté aucun tacle et a perdu tous ses duels aériens. Il était totalement invisible, ne touchant le ballon que 30 fois, la plupart du temps pour de simples passes latérales. Malgré tout, le score est resté inchangé et l'Argentine s'est imposée au tir au but. Mais Petzela a terminé ce match avec une note très basse. Puis, en demi-finale, Scaloni n'a même pas osé le faire jouer. Et en finale, à 5 minutes de la fin, il l'a de nouveau envoyé sur le terrain, sans qu'il ne touche littéralement le ballon. Au final, l'Argentine est devenue officiellement championne du monde, mais Petzela a terminé comme le pire joueur de tout l'effectif et le pire vainqueur de Coupe du Monde des 8 dernières éditions récentes, avec une note moyenne de 6,2. Ces joueurs ont eu des notes très mauvaises à la Coupe du Monde, mais ils restent quand même des légendes du football. Gagner une Coupe du Monde, ce n'est pas donné à tout le monde. Alors, qu'as-tu pensé de cette vidéo? Si tu l'as aimée, je pense que celle-ci va aussi te plaire. Merci d'avoir regardé et à bientôt.